Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bienvenue dans ce podcast pour lequel on reçoit Gilles Van Den Burg, qui est coprésident d'Ecolo, élu il n'y a pas très longtemps. Bonjour Gilles Van Den Burg. Bonjour. Très heureux de vous recevoir. Très heureux d'être là. Voilà, et heureux d'être à la place à laquelle vous êtes, avec Marie-Colline Laroy, je le rappelle, un ticket qui a été élu à la tête d'Ecolo dans des circonstances, on en parlera, qui vont parfois être difficiles, mais enfin c'est, j'imagine, un défi intéressant. Oui, tout à fait. Alors heureux d'être là, heureux d'avoir été élu avec Marie-Colline Leroy, effectivement, il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, avec un large soutien de l'ensemble des militants et des militantes d'Ecolo. C'est important pour nous de voir qu'effectivement, après une période un peu compliquée... Oui, parce qu'il y a eu quand même une crise, quelque part, oui. Un duo précédent qui a explosé en plein vol, on va dire, donc il fallait ressouder un peu les rangs. Exactement, vous avez tout à fait raison. Et donc on sent maintenant qu'effectivement, il y a ce collectif qui est là, cette énergie très positive. On a une assemblée générale avec plus de 600 personnes, donc qui nous ont largement soutenus. Et donc on sent cette énergie collective qui doit nous porter, je dirais, vers le plus important, c'est-à-dire faire des propositions pour changer la vie de nos concitoyens. C'est ça notre rôle comme responsable politique. Et un fameux défi, parce que Ecolo a quand même connu des élections un peu compliquées, des périodes un peu compliquantes, parce que l'heure du temps n'a pas toujours été à votre service. Est-ce que vous l'appréhendez comment, ça ? Écoutez, il y a plusieurs choses. La première chose, oui, c'est vrai qu'on a une lourde défaite électorale en juin 2024. Ça fait presque 2 ans maintenant, donc c'est pour ça qu'on est vraiment tourné vers le futur. Par rapport à l'écologie, à son utilité dans le débat public, c'est un peu ça votre question, mais pour nous, elle est plus pertinente que jamais. Nous sommes en pleine crise énergétique aujourd'hui. Oui, j'allais dire, est-ce que la guerre au Moyen-Orient vous donne raison ? Alors j'imagine que vous ne la souhaitiez pas, mais... Exactement, donc c'est une guerre qu'on trouve tout à fait illégale d'un point de vue de droit international, totalement horrible par rapport au peuple iranien, évidemment, mais qui nous rappelle en fait à quel point nous sommes dépendants, sous perfusion même, des énergies fossiles. Parce que, ne nous trompons pas, si Donald Trump va faire la guerre là-bas, c'est pas pour le bien de la démocratie, ni le bien du peuple iranien. C'est pour le pétrole et le gaz. Évidemment, c'est pour des raisons économiques, de fric et du pétrole et du gaz. Ça, ce sont les raisons pour lesquelles Trump, il va malheureusement à fond la caisse au Moyen-Orient. Et nous, comme nous sommes dépendants de ces énergies-là, eh bien, en fait, c'est le citoyen aujourd'hui qui doit payer, malheureusement, cette guerre, avec des prix à la pompe qui sont extrêmement hauts. C'est 20, 30, 40, 50 € même parfois pour faire son plein, pour se déplacer, qui est quand même un droit fondamental. Et donc, oui, ça nous préoccupe. Par contre, c'est vrai, ça fait 30 ans que les écologistes, ça vous donne raison, portent un message de sortie des énergies fossiles, vous avez dit d'investissement. D'ailleurs, dans une de vos premières interviews au soir, pour ne pas le nommer, vous avez dit « Je veux remettre sur les rails la sortie des énergies fossiles ». Tout à fait. C'est pour nous fondamental. C'est non seulement un objectif, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut agir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut investir dans, typiquement, des infrastructures, de l'éolien, du solaire, l'éolien offshore, dans lequel la Belgique est leader mondial historiquement. Et aujourd'hui, on a un gouvernement fédéral, l'Arizona, qui arrête la prochaine phase, Princesse Elisabeth, de l'éolien offshore. C'est incompréhensible. On est en pleine crise à cause de notre dépendance aux énergies fossiles. Et nous avons un gouvernement fédéral qui arrête les projets d'éolien offshore, donc au loin, en mer du Nord, on les voit quand on va à Zeebrugge ou à Ostende, on les voit au loin. C'est incompréhensible, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut investir aujourd'hui massivement pour assurer en fait notre indépendance et notre autonomie de demain, des dizaines d'années à venir évidemment. Alors, on va reparler de la transition, juste une petite incise encore liée à cette guerre et à son impact. Les prix augmentent, est-ce que selon vous, il faut compenser ça ? Parce que certains disent, forcément, quand les prix augmentent, c'est aussi peut-être une manière de faire comprendre aux gens qu'il faut changer de comportement. Est-ce que selon vous, il y a des mesures sociales qui doivent être prises et pour tout le monde ? Évidemment. Alors évidemment, sur les mesures sociales à prendre. Personne dans cette crise, aucun citoyen ne doit être mis de côté, laissé de côté. Et c'est pour ça que nous plaidons pour remettre en fait le temps de la crise, le tarif social. Ça veut dire les personnes les plus fragiles de la société. Donc c'est pour ça que je dis peut-être pas tout le monde, pour répondre à votre deuxième question. Cibler les personnes les plus fragiles. Avec le tarif social, on l'avait fait durant la crise ukrainienne. On avait mis en place, ça avait protégé en fait, on va dire les 2 millions, autour de 2 millions de ménages les plus fragiles en Belgique. Donc nous plaidons pour mettre en avant cette mesure. Une deuxième mesure pour nous qui est fondamentale,
c'est encourager évidemment le fait de prendre le transport public. Donc nous voulons que tous les tickets, pendant la crise, de nouveau, soient à 1 euro. Et parce que Train, je veux dire, le tram, premier, bus. c'est un peu un soutien déguisé aux fossiles. Donc, Oui, mais c'est parce que c'est une urgence sociale. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis le temps de la crise. Et l'accompagner avec cette autre mesure. Exactement. Quoi. Et à côté de ça, comme écologiste, évidemment, nous voulons encourager très fortement les transports en commun, train, tram, bus, et donc nous disons ticket à 1 euro. Et ticket à 1 euro aussi pour les parkings SNCB. Parce que je sais que beaucoup de personnes n'habitent pas à côté d'un arrêt de bus ou à côté d'une gare. Eh bien, là, l'idée, c'est que on prenne sa voiture pour aller à la gare, on la laisse 1 euro, on prend le train 1 euro. Ça, c'est l'idée. Et donc, au moins, sur l'ensemble du trajet, eh bien, le coût diminue pour la personne et en plus, on encourage à prendre les transports en commun. Vous dites que l'Arizona ne bouge pas assez, et les gouvernements C'est pas qu'ils ne large. bougent pas assez, c'est qu'ils ne font rien. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, ils font des groupes de travail. Vous le lisez tous les jours comme moi, même sans doute Ouais, mieux on que moi dans l'entend aussi, la presse. Ouais. C'est incompréhensible. On laisse les gens dans les difficultés causées par une guerre illégale au Moyen-Orient. Je ne comprends pas que ce gouvernement laisse comme ça nos concitoyens dans ces difficultés. Donc oui, il faut agir. Et alors un autre plan pour nous important de développement, j'ai dit donc le tarif social, l'urgence sociale. Les transports en commun, c'est fondamental dans une vision écologiste de la société et aussi encourager les gens à diminuer le coût du parcours et du trajet, mais aussi investir dans les énergies renouvelables. Et pour ça, moi j'étais encore la semaine dernière ma première visite de terrain comme coprésident avec Marie-Colline Leroy, c'était des coopératives citoyennes d'énergie en province de Liège. Et donc là, on a des citoyens qui se bougent, qui produisent qui leur veulent énergie, investir, alors, exactement, mais pour la collectivité, donc on le Oui, remet dans la collectivité. Et donc il y a énormément de projets, mais qui sont très peu soutenus par les pouvoirs publics. Alors ici c'est régional en particulier, donc Wallon en l'occurrence, parce que j'étais à Liège. De nouveau, je ne comprends pas que nos gouvernements, alors que ce soit des incitants fiscaux, c'est plutôt le fédéral, que ce soit d'encourager les infrastructures, encourager les communautés d'énergie, mais tout ça en fait est très très peu fait aujourd'hui. On n'entend rien là-dessus, aucun parti, aucun gouvernement. Alors que pour nous, l'avenir, il est là. On a dit Écolo a connu une période un peu compliquée. Certains, les libéraux en tête, disaient c'est un peu le mythe du 100% renouvelable. C'est impossible, il faut d'autres types d'énergie, etc. Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez payé un peu ? Est-ce que c'est un mythe en réalité ? Alors, vous savez, qui paye aujourd'hui la crise et l'addition sont les citoyens, nos concitoyens, avec la guerre au Moyen-Orient, qui est en fait le reflet de notre dépendance aux fossiles. Donc ça, ce sont malheureusement ces personnes-là qui payent aujourd'hui la crise. Le 100% renouvelable, vous savez, je regardais avant de venir pour préparer cette interview les différents pays européens et le développement des énergies renouvelables sur la dernière année, les 12 derniers mois, donc d'avril 2025 à avril 2026. Eh bien, il y a des pays, Danemark, Autriche, les pays baltes, ils sont à plus de 80% d'électricité produite par l'énergie renouvelable. La Belgique, on est entre 40 et 50%. Donc oui, il y a énormément de potentiel encore à développer. Oui, c'est possible. Et donc l'horizon du 100% pour nous reste un horizon. Un horizon, ça veut dire, en fait, c'est ça. C'est un horizon. Ce ne sera pas demain matin. Personne n'a jamais dit ça. Par contre, si aujourd'hui vous restez les bras croisés, comme les gouvernements belges actuels, régionaux comme fédéraux, il ne se passera rien. Il faut investir aujourd'hui pour assurer notre autonomie et notre indépendance de demain. Et quand je dis demain, c'est 2030, 2040, 2050, évidemment. Mais des pays le font. Donc ce n'est pas du tout... c'est une volonté politique. De nouveau, les pays baltes, la Scandinavie, l'Autriche, ce sont les pays vraiment leaders en termes de développement de renouvelables. Eh bien, la Belgique, par rapport à ces meilleurs de la classe, si je puis dire, est à la traîne. Un autre dossier qui vous a collé au doigt comme un sparadrap, et aussi parce qu'on vous l'a collé facilement de la part de certains, c'est le nucléaire. Alors, on a décidé de prolonger 2 centrales nucléaires alors que vous étiez au gouvernement, donc vous avez vous-même remis entre parenthèses, en partie en selle le nucléaire, mais aujourd'hui on dit qu'il faut du nucléaire nouveau, il faut des SMR, il faut prolonger davantage de centrales, etc. Est-ce que là, vous êtes en phase ? Écoutez, vous l'avez dit, c'est le gouvernement précédent, fédéral précédent, avec les écologistes, avec une ministre de l'énergie écologiste, Tine Van Ostraat, pour ne pas la nommer, qui a prolongé les 2 centrales belges les plus récentes pour 10 ans. Et donc, le mix énergétique belge aujourd'hui, il y a du nucléaire dedans. Et donc ça c'est un fait et il n'y a pas question pour nous. Et ça vous incommode pas. Voilà, il n'est pas question pour nous de changer ça. Mais de nouveau, nous c'est une question de vision. On sait que dans la transition qui arrive, il faudra du nucléaire. Il faudra sans doute, on a encore des centrales à gaz en Belgique, mais de nouveau, l'objectif pour nous, c'est investir dans le renouvelable, dans le durable. Vous dites, effectivement, certains partis politiques, de manière d'ailleurs très dogmatique, nous parlent de nouvelles centrales nucléaires. Alors là, j'aimerais bien que ces personnes-là, quand elles viennent sur votre plateau, MR, engagées, nous expliquent
comment, quand et combien. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en France, ils viennent de lancer la toute nouvelle génération de centrales nucléaires à Flamanville, le PR Flamanville. Et ça a duré, il y a eu 17 ans de retard. Ça a mis 30 ans. Le projet a mis 30 ans. Donc on parle même plus de 2030-2040. Là, on parle de 2055-2060. Moi, honnêtement, j'ai pas le temps d'attendre. Comme responsable écologiste. Ministre fédéral Deuxième de chose, sur le coup, 7 ou 8 ans pour des petits SMR. Alors, les SMR, on reviendra dessus. Mais moi, vous parlez de centrales nucléaires. Plus de 30 ans et 25 milliards d'euros. Vous avez bien entendu, vos téléspectateurs, 25 milliards d'euros. C'est le coût que ça a été en France. Est-ce qu'on a cet argent aujourd'hui ? Alors moi, je demande à ces responsables politiques dogmatiques sur le nucléaire à tout prix, quand, combien et comment ? Et où en Belgique, hein, parce que ça, c'est aussi un autre débat. Allons demander à nos citoyens où ils veulent des nouvelles centrales. Donc pour nous, la transition, le mixte, il n'y a pas de problème avec le mixte actuel, mais sur les nouvelles centrales, sur les nouveaux Vous ne le feriez pas. J'aimerais vraiment qu'on nous explique en termes de dépenses publiques. Oui, mais vous ne le feriez pas. Alors, si vous étiez ministre de l'énergie... 30 milliards d'euros à l'échelle 2060, je ne pense pas que ce soit une bonne utilisation de l'argent public, en fait. C'est une question de gestion, essentiellement, aussi. Alors, sur les SMR, parce que vous m'avez posé la question, ce sont donc les petits réacteurs modulaires. Hein. D'ailleurs, de nouveau, le gouvernement précédent, avec une ministre écologiste, a lancé les recherches. Hein. On a investi, avec le portefeuille de l'énergie, dans la recherche sur les SMR, donc pas de problème. De recherche de MOL aussi, d'ailleurs. Tout à fait, c'est ça. C'est là qu'on a effectivement investi. Pas de problème d'investir dans la recherche et développement. Je trouve que l'innovation, la technologie, on peut toujours investir dedans. Maintenant, aujourd'hui, il faut savoir aussi que nulle part dans le monde, cette technologie n'est en train de fonctionner. Donc, ça reste des plans, du PowerPoint. Donc, voilà, je veux dire, quand j'entends les déclarations très dogmatiques du ministre de l'Énergie ou du MR et des engagés sur le sujet nucléaire, moi, je préfère rappeler les faits, le coût, les durées et le fait que certaines technologies qui sont annoncées avec fanfare, comme le SMR, aujourd'hui n'existent pas. Mais pas de difficulté à investir dans la recherche, évidemment. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir souffert ces dernières années d'un écolo-bashing ? Est-ce que on trouvait un peu toutes les raisons de vous accuser de peut-être des difficultés en matière d'énergie ou de compétitivité ? Est-ce qu'on vous collait un peu tout sur le dos ? Alors, je pense que c'est une stratégie politique de certains partis, les conservateurs en particulier. On le voit au niveau européen, d'ailleurs. Mais je veux dire, est-ce que ça vous a abîmé d'une certaine manière ? Moi, je pense que ce qui abîme, en fait, de nouveau, c'est tirer le débat public vers le bas, c'est faire en sorte que ce sont nos concitoyens aujourd'hui qui sont en train de payer l'addition du manque de prévision des gouvernements actuels, de nouveau, par rapport à la guerre au Moyen-Orient, par rapport au pouvoir d'achat, on va peut-être en parler, par rapport aux mesures d'exclusion de ce gouvernement fédéral Arizona. Il est là le bashing. Moi, je ne vais pas me plaindre comme responsable politique que, effectivement, des partis conservateurs aient pris les écologistes comme cible. Parce que oui, et ça, il faut le dire, on a un projet de société différent, fait de solidarité, d'émancipation, de protection du vivant. Parce qu'il est là l'enjeu des décennies à venir. C'est protéger le vivant et en fait, le fait que nous, êtres humains, puissions continuer à habiter sur Terre. Il est là l'enjeu. Et moi, je crois profondément à cet enjeu. Et je pense qu'il y a plein de choses positives aussi qu'on peut mettre en place pour le faire. Mais ça, c'est clair qu'aujourd'hui, les gouvernements en Belgique, mais aussi au niveau européen, prennent une toute autre direction, très conservatrice, voire extrêmement conservatrice. Et ça, c'est pour ça que je dirais notre discours est plus pertinent que jamais. En même temps, écolo est un peu parfois à la croisée des chemins entre radicalisme ou pragmatisme. Vous êtes plutôt un pragmatique, en fait. Est-ce que ça se joue aussi à ce niveau-là, le virage que vous incarnez ? Alors moi, je suis vraiment convaincu, et Marie-Colline Leroy aussi, nous sommes convaincus que nos objectifs, notre vision de la société, de transformation de la société, doit être radicale. On ne peut pas juste continuer comme on le fait maintenant. On voit à quel point on va dans le mur. On a le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui est complètement mis à mal parce qu'il y a une guerre dans un détroit, autour de détroit d'Ormuz, à des milliers de kilomètres d'ici. On est sur un système qui marche sur la tête, littéralement. Et donc, il faut être radical dans notre volonté de transformer la société. Ça, moi, j'en suis convaincu. Par contre, la manière de le faire, oui, et j'ai un petit peu d'expérience, que ce soit en dehors de la politique ou en politique. On en parlera. Oui, pour faire ça, il faut effectivement la grande révolution en 24 heures, tout changer en une semaine. Ça, moi, c'est pas du tout le genre de discours dans lequel je me place. Et donc, je me place comme pragmatique pour arriver à nos objectifs qui, eux, sont radicaux. Vous avez effectivement un profil où vous avez été dans le monde de l'entreprise, vous avez été aussi, on en parlera, à la tête de B+, qui était une structure qui plaidait pour une Belgique qui fonctionne mieux ensemble. Est-ce que ça, du coup, c'est aussi un virage pour vous ? Alors, quand je dis un virage, c'est-à-dire que vous avez visité beaucoup d'entreprises, on l'a fait ensemble d'ailleurs parfois. Est-ce que ça veut dire que c'est un point d'attention pour vous ? Mais pour moi, c'est un point d'attention, mais depuis que je suis engagé en politique, donc quelque part, c'est pas pour moi une transition
information. Je suis convaincu que le monde économique, le monde des entreprises, le monde industriel doit faire partie de la solution pour la transition écologique. Sinon, on n'y arrivera pas. Comme d'autres pans de la société, évidemment. Mais je suis convaincu que si on laisse les PME, mais même les grosses industries de côté, on n'y arrivera pas. Donc il faut aller leur tendre la main. Et il y en a plein qui le font. Donc moi, je ne suis pas dans une vision, on va dire, manichéenne de la société où il y a les bons, les mauvais, tout ça. Je pense qu'il y a des entreprises qui doivent clairement changer très fort leur modèle, mais il y en a d'autres qui nous montrent déjà le chemin et qui sont pionnières. Mais donc la décroissance, c'est pas trop pour vous, quoi. Alors de nouveau, on pose souvent la question, donc Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il y a certains secteurs qui doivent décroître. Oui, le fossile, on vient d'en parler. Je pense que les énergies fossiles, l'exploitation des énergies fossiles est un secteur qui clairement doit décroître. Et j'espère que dans des dizaines d'années, il ne sera plus en activité. Par contre, il y a d'autres secteurs qui doivent, eux, croître. L'économie a un impact positif pour l'environnement, pour la société, l'isolation des bâtiments, la construction de logements durables, etc., etc. Donc, moi, de nouveau, tout n'est pas blanc ou noir. Il y a des secteurs qui, pour moi, doivent se développer, mais d'autres, par contre, dont j'espère, dans quelques dizaines d'années, ne sont plus là parce qu'aujourd'hui, ils créent une dépendance nocive, évidemment, pour notre société. Alors, on est à une époque où on parle beaucoup de difficultés budgétaires, la fin du quoi qu'il en coûte parce qu'on n'a plus les moyens, le gouvernement de Wever, mais pas seulement, sont en train de chercher des milliards, de réformer pour y arriver, etc. Est-ce que selon vous, c'est un enjeu ou bien on se trompe de chemin ? Alors, l'équilibre budgétaire, oui, c'est un enjeu, forcément. Je veux dire, quand on aspire à prendre des responsabilités, on ne peut pas se dire qu'on n'a pas une attention pour l'équilibre budgétaire. Maintenant, le grand problème, et pour moi l'échec majeur du gouvernement fédéral en particulier, l'Arizona, c'est qu'en fait, tout leur accord de gouvernement, toute leur obsession est budgétaire. C'est-à-dire qu'ils sont venus nous expliquer, il y a un an, un peu plus d'un an, quand le gouvernement s'est formé, on va remettre le budget en ordre, en deux temps, trois mouvements, vous allez voir, maintenant, on va prendre les choses au sérieux, de manière très, d'ailleurs, virile et forte comme ça, MRNVA engagé. Ok, qu'est-ce qu'on voit un an plus tard ? Il y a des mesures excluantes, les réformes du chômage, qui excluent des gens, qui socialement sont les plus durs qu'on ait jamais vus en Belgique depuis 50 ans, et je pèse mes mots. Tout ça sous couvert d'équilibre budgétaire, mais en fait, le budget, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Mouton, il dérape complètement. Donc en un an et demi... Mais il y a le passif, il y a la crise, enfin... Non, on peut toujours dire ça, on peut toujours dire plein de choses, mais factuellement, depuis un an et demi, on est presque à plus 5 milliards d'euros de déficit en plus. Parce qu'en fait, ce gouvernement, sous couvert de bonne gestion budgétaire, quand ils sont arrivés au pouvoir il y a un an, mais en fait, ce sont des mesures idéologiques de punition. Et vous auriez fait quoi ? Je pense qu'il y a des choix budgétaires. Alors, le budget, vous savez, c'est un choix. Faut pas penser que tout d'un coup, un politique se transforme en fait en comptable. Non. Un politique a des idées politiques et ça, c'est très bien. Et après, il gère un budget, il fait des choix. Aujourd'hui, par exemple, le budget de la défense. Un exemple que je prends souvent. Vous savez, sous le gouvernement précédent, avec les écologistes, on a augmenté de 10 milliards d'euros le budget de la défense. Donc, augmenter le budget de la défense, c'est quelque chose que je peux comprendre dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec une guerre aux portes de l'Europe en Ukraine, et en plus maintenant, malheureusement, une guerre en plus au Moyen-Orient. Maintenant, ce gouvernement, en plus, a annoncé 17 milliards d'euros de dépenses. Oh, là, j'ai quand même l'impression qu'on arrive dans de nouveau une obsession, va-t-en-guerre, pour être franc, où on va en fait on n'est pas les seuls, jeter l'argent par les fenêtres. Mais on a déjà fait 10 milliards et on nous annonce 17 milliards en plus sans expliquer pourquoi ni comment. À part peut-être des F-35 qu'on va acheter aux Américains. C'est quand même sans doute l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc, moi, ces choix-là, effectivement, en termes de vision politique, je ne les soutiens pas. Et je ferai autre chose avec, en tout cas, une grande partie de ces 17 milliards d'euros. Le subside aux fossiles, j'imagine aussi. Et alors, le deuxième point, effectivement, aujourd'hui, on a autour de 10 milliards d'euros par an de subsides aux énergies fossiles. Je vous ai dit il y a 5 minutes que je souhaitais qu'on en sorte de manière, qu'on le fasse avec une transition pour sortir des énergies fossiles. Donc oui, c'est 10 milliards d'euros par an aujourd'hui de soutien aux fossiles. Il faut pouvoir avoir une trajectoire pour en sortir. Aujourd'hui, rien n'est fait. Et est-ce que vous seriez favorable à, d'une part, soit des écotaxes, soit à des taxations des plus riches ? Est-ce que ça reste dans le logiciel écologiste, ça ? Alors, donc sur le budget, je vous ai dit là où, en tout cas, je ferai des économies par rapport aux subsides fossiles et par rapport à la défense. S'il y a des efforts de contribution à mener. Alors, sur les contributions des épaules les plus larges, des personnes les plus riches, parce que c'est aussi un débat qui revient souvent dans la société, et je le comprends.
Parce qu'il y a des personnes qui, effectivement, ont des patrimoines, parce qu'on ne parle même pas de revenus, en fait, des patrimoines, on va dire les 1% les plus aisés en Belgique, avec des patrimoines de plus de 3, 4, 5 millions d'euros, hors la maison principale, hein, donc vraiment des patrimoines extrêmement larges. Est-ce que ces personnes-là doivent contribuer davantage ? Oui, je le pense. Clairement, oui. Mais est-ce que c'est une mesure budgétaire ? Dans ma vision politique, non. Ce n'est pas pour remplir les caisses de l'État. C'est pour, en fait, diminuer l'impôt de ceux et celles qui travaillent. Un tax shift, comme on dit. Exactement. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes travailleur, donc le salaire moyen en Belgique, c'est 4 200 euros brut par mois, eh bien, à minima que les personnes qui gagnent autour de 4 000, jusqu'à autour de 4-5 000 euros brut par mois, c'est la majorité des travailleurs en Belgique, ces personnes-là, leur impôt sur le travail doit diminuer. Et ce que nous proposons, c'est que pour cet impôt-là diminue, on va effectivement chercher chez ceux et celles qui ont les épaules de loin les plus larges. Je parle du pourcent le plus riche des Belges. Donc, ce n'est pas une mesure budgétaire pour moi. C'est une mesure de justice et de redistribution. Et des écotaxes, alors je les appelle comme ça. Je sais qu'à une époque, on les a appelés comme ça et que ça... Donc, on peut leur trouver un autre nom, évidemment. Mais en tout cas, des taxations qui visent à ce que les comportements soient adaptés. On le fait d'ailleurs pour les petits colis qui viennent de loin maintenant. Est-ce qu'il y a des mesures vertueuses à prendre dans ce sens-là ? Alors, je pense qu'il y a certaines choses à faire qui sont intéressantes, mais au niveau européen. Je prends par exemple la concurrence déloyale avec des pays, que ce soit la Chine, l'Asie, on le voit, il y a énormément de concurrence déloyale, que ce soit sociale ou environnementale, avec des normes. Oui, ils n'ont pas les mêmes standards que nous. Exactement. Ouais. Et donc là, en tout cas, nous prônons, mais aux frontières de l'Europe, qu'il y ait un mécanisme, que ce soit de taxation, que ce soit en tout cas de barrières, de protection en fait, de notre économie, de nos emplois, et surtout de nos conditions de travail, sociales et environnementales. Ça oui, ça je pense que c'est important. Gilles Van den Burg, je l'ai dit, vous avez été président de B+. Bon, ça remonte un peu. Oui, enfin, c'était quand même un des moments où vous avez ancré votre engagement politique un peu, hein, c'est vrai. Hein, mais j'assume tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une ASBL qui prône la bonne entente entre Bruxellois, Wallons et Flamands et qui estime que la Belgique, en fait, et la Belgique en tant que société multiculturelle est une chance. Je reste totalement convaincu de ça. Moi, j'adore... Ça reste un de vos moteurs, je veux dire. Oui, et c'est pour ça aussi que j'ai été très heureux d'être chef de groupe la législature dernière Écolo-Groen au Parlement fédéral, de faire en sorte qu'on puisse avoir la meilleure vision commune comme famille écologiste au niveau national, au niveau européen aussi. Enfin, objectivement, tout ce dont on parle ici, le social, les enjeux environnementaux, les enjeux de redistribution, de justice, est-ce qu'ils s'arrêtent à la frontière linguistique ? Bon, ma conviction, c'est que non, ils ne s'arrêtent même pas aux frontières nationales. Et donc oui, moi je suis vraiment convaincu qu'on est plus fort ensemble, avec nos diversités, avec nos cultures différentes, mais je pense que je reste convaincu que c'est une richesse. Et donc, est-ce que vous craignez qu'on ait aujourd'hui... de prôner cela. Absolument. Et est-ce que vous craignez aujourd'hui qu'il y ait un agenda nationaliste caché ? On a un Premier ministre qui a été président d'un parti nationaliste. Est-ce que selon vous, il reste un peu attaché à ces fondamentaux-là ? En fait, il n'est pas caché. Hein. L'agenda nationaliste de Bart de Wever et de la NVA, il est déployé en fait tous les jours dans les mesures que prend vous le voyez, ce gouvernement. Mais c'est-à-dire que c'est autre. Il y a deux choses. Je pense qu'il reste nationaliste et là quelque part c'est son droit. Je veux dire, être indépendantiste flamand, je partage pas du tout cette opinion-là, mais c'est un droit. Et donc, on peut avoir un débat démocratique par rapport à ça. Et je serais ravi de l'avoir avec lui et avec d'autres de la NVA. Je l'ai déjà eu quand j'étais au Parlement fédéral. Mais on le sent tous les jours qu'il y a quand même un... Moi, ce que je n'aime pas on peut vouloir l'indépendance de sa communauté. De nouveau, moi, je ne partage pas cet avis, mais c'est un avis... on peut débattre. Ce que je n'aime pas, c'est le mépris pour les autres. Et il y a encore ça ? Je trouve qu'il y a parfois encore du mépris dans les discours, en tout cas de la NVA. Je ne vais pas dire de... Parce qu'on n'est plus à l'époque où Bart de Wever venait avec ses billets qui enfin, si vous écoutez, si vous tendez l'oreille au Parlement fédéral sur les députés NVA, il y a quand même encore beaucoup de mépris pour les Wallons, pour les Bruxellois, alors que franchement, les enjeux aujourd'hui sont bien plus larges que ça. De nouveau, une Wallonie qui se porte bien, c'est une Flandre qui se porte bien, un Bruxelles qui rayonne, c'est tout son hinterland, comme on dit, donc c'est ces régions voisines qui rayonnent. Moi, je suis vraiment dans l'addition en fait des forces et des richesses de ce pays, plutôt que de se mettre dans des coins et vouloir diviser tout le monde. Pour terminer, Gilles Van den Burg, est-ce qu'Écolo est un parti universaliste à l'ère du retour des nationalismes et des prédations ? Ah, tout à fait, universaliste et fédéraliste, c'est-à-dire convaincu que le meilleur moyen de fonctionnement, c'est qu'il y ait des autonomies.
dans les communautés, comme nous l'avons dans les régions en Belgique, comme nous l'avons au niveau des pays européens, parce qu'il y a des particularités, mais qu'à un moment donné, il y a aussi, ensemble, on est plus fort pour toute une série de choses. La solidarité, donc la sécurité sociale, le climat, l'environnement. C'est au niveau européen qu'on va évidemment pouvoir avoir des politiques très ambitieuses sur le climat. Et donc moi, je suis même fédéraliste au niveau européen. Je pense que l'Europe doit être plus forte. Je pense que l'Europe doit investir davantage ensemble. Et ça, pour moi, c'est effectivement être une vision très forte, universaliste, mais surtout fédéraliste, qui ne gomme pas les différences, mais qui en fait des forces pour ensemble affronter les grands défis. Gilles Van den Muur, vous beaucoup. Vous êtes donc un des 2 coprésidents d'Ecolo avec Marie-Colline Leroy. On se réentendra pour faire le point sur l'avancée de vos chantiers. Mais en tout cas, à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.